La note du bar venait d'atteindre les 3500 € quand la musique s'est arrêtée net. Mon neveu, Léo, titubait près de la cabine du DJ, un verre de whisky hors de prix à la main, un verre que j'avais payé. Il tapota le micro, un sourire en coin, comme s'il s'apprêtait à sortir la vanne de l'année. Et c'était le cas, à la santé de Tati Hélène. A-t-il braillé en me pointant du doigt. C'est elle qui régale, parce qu'elle connaît la vérité. Avec son ventre sec et son caractère de merde, son fric est la seule raison pour laquelle on la supporte encore. J'attendais un silence. Des murmures choqués. Au lieu de ça, la salle a explosé de rire. Et le rire de ma sœur, Chloé, était le plus fort de tous. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée figée, à analyser la donnée brute de leur cruauté. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je ne suis pas montée sur scène. Je n'ai pas jeté mon verre ni arraché le micro pour me défendre. Les éclats d'émotion, c'est désordonné. Et je ne fais pas dans le désordre. J'ai simplement posé ma coupe de champagne intacte sur le plateau d'un serveur qui passait et j'ai marché vers l'ascenseur. La vibration de leur rire montait à travers le plancher, me suivant comme une charge d'électricité statique. Ça ne faisait plus mal. Ça clarifiait les choses, c'est tout. À l'arrière du VTC, les lumières de Paris se brouillaient en traînées de néon. Mon téléphone vibrait dans ma pochette. Chloé, sans doute, m'envoyant un texto pour dire que c'était une blague, qu'il fallait me détendre. Ou ma mère, exigeant que je revienne avant de leur faire honte. Je l'ai éteint. Le temps que j'entre dans mon appartement, la chaleur de l'humiliation s'était refroidie pour devenir quelque chose de plus tranchant, de glacial, d'absolu. Je suis entrée dans mon bureau sans même allumer la lumière. La lueur bleue de mon ordinateur portable suffisait. Je me suis connectée à mon compte en banque. Je suis data scientist. Mon métier, c'est de chercher des schémas, des anomalies, des données corrompues. Et en regardant l'onglet de mes virements programmés, j'ai vu exactement où se trouvait la faille du système. D'abord, Léo. 3500 € par mois pour un loft dans le Marais. Il voulait jouer à l'homme? Il voulait se moquer de la femme qui payait pour son style de vie? Parfait, j'ai surligné l'ordre de virement permanent. Clic, annulé. Le paiement récurrent a disparu. Ensuite, le transfert en attente. 18 000 € pour les frais de scolarité de sa grande école de commerce. Il m'avait traité de distributeur automatique sans âme. Eh bien, ce distributeur était officiellement hors service, supprimé. Enfin, mes parents. 1 000 € par mois, libellé soutien médical. De l'argent qu'il prenait d'une main tout en me pointant du doigt et en riant de l'autre. Ils pensaient que ma générosité était un devoir. Ils allaient apprendre que c'était un abonnement. Et que leur période d'essai venait d'expirer. Résilié. Je me suis adossée à mon fauteuil, le silence de la pièce m'enveloppant. Léo s'était moqué de mon ventre sec. Il avait réduit toute mon existence à une horloge biologique, ignorant l'empire que j'avais bâti avec ma seule intelligence. Il pensait que ma carrière était un lot de consolation parce que personne ne pouvait m'aimer. Il ne réalisait pas que c'était la seule raison pour laquelle il mangeait du filet de bœuf ce soir. Mon indépendance n'était pas une tragédie. C'était la lame que je venais d'utiliser pour couper le cordon. L'écran s'est actualisé. 0 virement programmé. Le solde s'est stabilisé. Ce n'était pas une vengeance. C'était une rectification. Et pour la première fois depuis des années, les comptes étaient justes. On me demande comment une data scientist, quelqu'un payé pour repérer les tendances et les anomalies, a pu ignorer le schéma de sa propre exploitation pendant une décennie. La réponse est simple. Je ne l'ai pas ignoré. J'ai été formatée pour ça. Dans ma famille, les rôles étaient assignés à la naissance, comme des réglages d'usine. Chloé était l'enfant chéri, la princesse, l'ornement fragile qu'il fallait protéger à tout prix. Moi, j'étais l'infrastructure. J'étais la charpente, les fondations en béton, nécessaires, solides et invisibles, jusqu'à ce que quelque chose se fissure. Je me souviens, à 12 ans, assise à la table de la cuisine, en train de faire les devoirs de maths de Chloé, parce que ma mère disait qu'elle était trop créative pour les chiffres. Je me souviens avoir annulé ma soirée de fin d'année au lycée pour garder Léo, alors bébé, parce que Chloé avait besoin de souffler. J'ai appris très tôt que ma valeur se mesurait à mon utilité. Si je n'étais pas utile, je n'existais pas. Ce conditionnement m'a suivi à l'âge adulte comme une ombre. Ces 5 dernières années, j'ai fait des semaines de 80 heures. J'ai manqué des anniversaires, des rendez-vous galants, des vacances, pour toucher des primes qui allaient directement dans leur poche.
Je conduisais une berline avec un pot d'échappement qui faisait un bruit de casserole et un pare-choc réparé au ruban adhésif pour que Léo puisse rouler en 4x4 allemand sur le campus. J'ai vécu dans un studio pendant 3 ans pour économiser l'apport de son loft, en me disant que c'était un investissement pour son avenir. Je me disais que j'étais la bonne tante, le pilier. Mais en regardant l'écran vide de mon ordinateur, je me suis enfin autorisée à voir l'équation pour ce qu'elle était. Il existe un concept en psychologie comportementale appelé la chaîne invisible du survivant. Il explique pourquoi la personne la plus forte d'une pièce est souvent celle qui subit le plus d'abus. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un mécanisme de survie forgé dans l'enfance. On apprend que l'affection est un distributeur automatique. Il ne délivre de l'amour que si on y insère une pièce. On se convainc que si l'on paie assez, que l'on travaille assez dur, que l'on sacrifie assez, on finira par acheter son ticket d'entrée dans le cercle intime. On croit que notre générosité construit un pont, mais en réalité, on paie juste un loyer pour une place dans leur vie qui aurait dû être gratuite. Je ne payais pas les études de Léo. Je payais une rançon pour l'approbation de mes parents. Je payais un abonnement pour avoir le droit d'être appelée sœur et fille. Et qu'ai-je obtenu avec mon abonnement premium? Un micro sous mon nez et une salle entière de gens qui rient de mon ventre sec. Ils n'ont pas seulement pris l'argent, ils ont pris l'argent, puis se sont moqués de la solitude même qui me permettait de le gagner. Ils se sont régalés de la récolte, puis se sont moqués du paysan qui avait de la terre sous les ongles. Cette prise de conscience m'a frappé plus durement que l'humiliation. Je ne les aidais pas à survivre. Je finançais leur illusion qu'ils valaient mieux que moi. J'ai fermé l'ordinateur, le ventilateur s'est tu. La chaîne invisible ne s'est pas brisée. Je l'ai simplement déverrouillée. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine me verser un verre d'eau. Mes mains étaient stables. La culpabilité que je ressentais d'habitude en disant non avait disparu, remplacée par la certitude froide et tranquille d'un contrat qui venait d'être annulé pour défaut de paiement. La première notification est arrivée à 9h du matin, pile, pas un texto. Une alerte automatique de ma banque. Tentative de prélèvement avec fonds insuffisants par l'agence immobilière du Marais. Le chèque de loyer de Léo avait été rejeté. 3 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. « Tati Hélène, le loyer est pas passé. Règle ça vite, le proprio m'appelle. » Je n'ai pas répondu. J'ai balayé la notification et j'ai bu une gorgée de mon café. À midi, la confusion avait tourné à la rage. Mais ils ne s'en sont pas pris à moi directement au début. Ils ont visé ma réputation. Ma sœur, Chloé, l'architecte de toutes les histoires de famille, a lancé le premier missile sur Facebook. Je l'ai vu apparaître sur mon fil, un long pavé de texte larmoyant superposé à une photo de nous deux datant de 10 ans. À l'époque où j'étais encore assez utile pour mériter un sourire. « S'il vous plaît, priez pour ma sœur », disait le message. « Nous avons le cœur brisé de vous annoncer qu'Hélène traverse une grave crise psychologique. Elle a coupé tout contact et abandonné sa famille dans un état maniaque. Nous essayons juste de lui apporter l'aide dont elle a besoin. On t'aime, Hélène. Reviens à la maison. » J'ai fait défiler les commentaires. Des dizaines d'amis communs, de cousins, de voisins, déversaient leur sympathie. Quelle tristesse. J'espère qu'elle se fera soigner. J'ai toujours su qu'elle était instable. C'était brillant, en fait. En faisant passer mes limites pour de la folie, elle vaccinait la famille contre toute vérité que je pourrais dire. Si je parlais maintenant? Je n'étais que la tante folle qui divague. Si je restais silencieuse? J'étais la femme malade qui se cache dans la honte. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient pour leur image. Ils construisaient un pare-feu pour protéger leur réputation, tout en réduisant la mienne en cendres. Mes parents ont enchaîné. 3 messages vocaux. Pas un seul ne demandait pourquoi j'avais fait ça. Pas un seul ne demandait si j'avais été blessée par le discours de Léo. Les messages étaient identiques dans leurs exigences. « Arrête ce caprice immédiatement !» grondait la voix de mon père, lourde et grésillante. « Tu nous couvres de honte. Léo va se faire expulser. Règle ça avant que ça n'aille trop loin. » Puis, ce fut le tour de Léo. Son texto est arrivé à 16h15, balayant tout prétexte d'inquiétude pour ma santé mentale. « Espèce de vieille salope aigrie et seule. Tu crois que tu peux me contrôler avec ton fric? J'ai pas besoin de toi. Je commence mon stage lundi. Dès que je touche ma prime à la signature, t'es morte pour moi. » J'ai fixé l'écran. Le stage. J'avais presque oublié. Léo n'obtenait pas ce prestigieux stage en finance grâce à ses notes, qui étaient au mieux médiocres. Il ne l'obtenait pas grâce à son charme.
Il l'obtenait parce que j'avais passé 6 ans à construire une relation professionnelle avec le directeur des opérations de cette société. Je m'étais portée garante pour lui. J'avais mis mon propre capital professionnel en jeu pour lui ouvrir une porte dont il ne pouvait même pas atteindre la poignée. Il se croyait indépendant? Il pensait ne pas avoir besoin de moi? J'ai ouvert ma messagerie professionnelle. Ce n'était plus un drame familial. C'était une question d'intégrité professionnelle. Si Léo se comportait ainsi avec sa famille, comment se comporterait-il avec des données d'entreprise sensibles? Comment traiterait-il ses subordonnés? Se porter garant pour lui n'était plus seulement du népotisme. C'était un risque. J'ai rédigé un nouvel email. Objet: retrait de ma recommandation concernant Léo Marchand. Je l'ai fait court. Je l'ai fait létal. Cher monsieur Dubois, je vous écris pour retirer formellement ma référence personnelle et ma recommandation professionnelle concernant Léo Marchand pour le programme de stage à venir. Des événements récents ont mis en lumière un manque significatif d'intégrité et de jugement que je ne peux plus cautionner professionnellement. En conscience, je ne peux plus me porter garante de sa conduite ou de sa fiabilité. Je vous prie de m'excuser pour tout désagrément que cela pourrait occasionner. Je n'ai pas hésité. Je n'ai ressenti aucune once de culpabilité à l'idée de ruiner son avenir. Je sauvais mon collègue de l'embauche d'un élément à risque. Je sauvais ma propre réputation. J'ai cliqué sur envoyer. Le mail est parti. Les conséquences n'étaient plus seulement financières. Elles étaient systémiques. Léo m'avait menacé de me rayer de sa vie une fois sa prime empochée. Je venais de m'assurer qu'il n'y aurait pas de prime à empocher. Leur campagne de dénigrement pouvait durer toute la nuit sur Facebook. Mais dans le monde réel, celui où le mérite compte, je venais d'éteindre la lumière. La plupart des gens auraient été blessés par la campagne de diffamation de Chloé sur Facebook. Moi, j'y ai vu une anomalie dans les données. Pourquoi était-elle si agressive? Pourquoi ce besoin frénétique de me peindre en malade mentale immédiatement? Un adversaire logique aurait d'abord tenté de négocier. Passer directement à l'option nucléaire de la destruction de ma réputation suggérait la panique. Ça suggérait qu'elle cachait quelque chose, et qu'elle était terrifiée à l'idée que je le découvre si je commençais à y regarder de plus près. Alors, j'ai commencé à regarder. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le grand livre de mes paiements de soutien médical. Pendant 3 ans, ma mère, Martine, avait demandé des fonds supplémentaires en plus de l'allocation mensuelle. Les médicaments pour le cœur de papa ont augmenté, m'écrivait-elle. Ou, la mutuelle a refusé l'IRM, on a besoin de 2500 € avant mardi. J'ai toujours payé. On ne négocie pas avec la santé d'un parent. Mais ce soir-là, j'ai traité ces transactions comme un audit. J'ai ouvert 2 fenêtres sur mon écran. À gauche, l'historique de mes virements avec les dates et les montants. À droite, le fil Instagram de Chloé. Ma sœur est une narcissique. Elle archive sa vie pour la consommation publique. Elle laisse une empreinte numérique assez lourde pour être suivie depuis l'espace. Je suis remontée au 12 juin de l'année dernière. Relevé bancaire, virement, 3 000 €. Note: consultation cardiaque d'urgence pour papa. Instagram, 14 juin. Une photo de Chloé et Léo à Marrakech. Légende. Petite escapade de dernière minute. La vie est belle. Les dates de vol correspondaient parfaitement au moment où l'argent était arrivé sur leur compte. Mon père n'avait pas eu de consultation cardiaque. Il avait financé une orgie de cocktails au bord d'une piscine. J'ai continué à faire défiler, mon rythme cardiaque se ralentissant en un battement froid et régulier. 4 octobre. 1500 € envoyés à maman pour une chirurgie dentaire. 6 octobre. Une vidéo unboxing, dans la story de Chloé. Une pochette Chanel vintage. Il faut savoir se faire plaisir, gloussait-elle face caméra. 1 février. 4 000 € pour la franchise de l'assurance de papa. 3 février. L'acompte pour le leasing du 4x4 de Léo. Le schéma était absolu. Le coefficient de corrélation était de 1. Il n'y avait pas de crise médicale. Il n'y en avait jamais eu. Mes parents n'étaient pas malades. Ils blanchissaient de l'argent. Ils savaient que je ne financerais pas directement la vanité de Chloé. J'avais refusé de payer pour ses vacances des années auparavant. Alors, ils ont inventé une tragédie à laquelle je ne pouvais pas dire non. Ils ont utilisé ma peur de perdre mon père pour financer le style de vie de la fille qu'ils aimaient vraiment. Ils m'avaient regardé dans les yeux, feint la maladie, et pris mon argent pour acheter ce statut même d'enfant chéri que Chloé me jetait au visage. Je n'étais pas seulement la banque de la famille. J'étais la victime d'une longue arnaque. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas jeté l'ordinateur. J'ai simplement ouvert un nouveau dossier intitulé « Audit légal ». J'ai pris des captures d'écran. J'ai téléchargé des relevés bancaires. J'ai fait correspondre chaque mensonge à chaque achat. J'ai construit une chronologie si irréfutable que même leur manipulation ne pourrait la tordre. Ils voulaient prétendre que je faisais une crise de nerfs? Très bien. J'allais leur montrer ce qui se passe quand une folle débarque avec les factures. L'embuscade a eu lieu jeudi soir. Le concierge de mon immeuble, d'habitude imperturbable, m'a appelé, la voix tendue. « Madame Hélène, votre famille est dans le hall. Ils disent que c'est une urgence. » Ils font un peu de bruit. J'ai regardé les caméras du hall sur mon téléphone. Mon père Didier faisait les 100 pas. Ma mère, Martine, pleurait dans un mouchoir. Chloé filmait quelque chose sur son téléphone. Probablement du contenu pour son histoire de sœur inquiète. Léo se disputait avec l'agent de sécurité. L'expulsion les menaçait. Léo avait perdu son stage. Les factures s'entassaient. Ils n'étaient pas là pour s'excuser. Ils étaient là pour me briser. Je ne me suis pas cachée. Je n'ai pas appelé la police. J'ai pris ma tablette, je l'ai synchronisée avec l'écran d'affichage du hall de l'immeuble, une fonction que les résidents utilisaient pour des présentations, et j'ai pris l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes, le bruit m'a frappé en premier. « Comment as-tu pu faire ça ?» a hurlé ma mère en m'apercevant. « Nous sommes ta famille !»« Tu nous laisses crever de faim. Tu as ruiné ma vie !» a crié Léo, bousculant son père. « Tu as appelé Dubois. Mon offre a été annulée. » Espèce de garce jalouse et vengère. Chloé s'est avancée, téléphone en main, en train de filmer. « Hélène, s'il te plaît, parle-nous. On s'inquiète pour toi. Ce n'est pas toi, ça. » Je suis passée devant eux pour me placer au centre du hall. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne suis pas entrée dans leur mélodrame. J'ai simplement tapoté mon écran. L'immense mur LED derrière le bureau du concierge a pris vie. Un unique tableau Excel est apparu, agrandi sur 2 mètres de haut. Le grand livre familial, 2014 à 2024, le silence s'est fait. Contribution totale, ai-je lu à voix haute, ma voix résonnant légèrement dans l'espace en marbre. 350 000 €. J'ai balayé l'écran. La diapositive suivante montrait l'audit. 12 juin, 3 000 €. Pour le problème cardiaque de papa. 14 juin, Chloé s'enregistre à l'hôtel La Mamounia, à Marrakech. Coût de la suite, 2 900 €. Ma mère a eu un hoquet. Chloé a laissé tomber son téléphone. J'ai balayé de nouveau. 4 octobre, 1 500 € pour une chirurgie dentaire. 6 octobre, vidéo de déballage d'un sac Chanel. Prix, 1 450 €. Je me suis tournée vers eux. Ils avaient l'air petits, exposés. Le récit de la famille souffrante se désintégrait sous la lumière vive et froide des données. « Vous n'étiez pas malade, ai-je dit à mes parents. Vous blanchissiez le fruit de mon travail pour financer son style de vie. Hélène, ce n'est pas comme ça, a balbutié mon père, le visage cireux. On voulait juste que tout le monde soit heureux. Non, ai-je corrigé. Vous vouliez qu'elle soit heureuse. Vous vouliez que je sois utile. J'ai ensuite lancé le fichier audio. La voix de Léo a tonné dans les haut-parleurs du hall. Espèce de vieille salope aigrie et seule. Dès que je touche ma prime, t'es morte pour moi. Le concierge a détourné le regard, gêné pour eux. Léo est devenu rouge pivoine. Il existe un concept sociologique appelé le délire du portefeuille vide. Il explique pourquoi les gens qui dépendent le plus de vous sont souvent ceux qui vous détestent le plus fort. Leur pouvoir, leur statut, leur survie même, est une location. Elle appartient à la personne qui tient le portefeuille. Au fond d'eux, ils savent qu'ils sont des imposteurs. Ils savent que leur style de vie est un costume payé par quelqu'un d'autre. Et quand ce financement s'arrête, leur ego s'effondre. Ils ne vous détestent pas parce que vous êtes partis. Ils vous détestent parce que votre absence révèle qu'ils ne sont rien par eux-mêmes. Je les ai regardés, tremblant dans leurs vêtements de marque que j'avais achetés, debout dans le hall d'un immeuble où ils n'avaient pas les moyens d'entrer. Je ferme le compte, ai-je dit. Définitivement. Ne me contactez plus. Je me suis retournée vers l'ascenseur. Derrière moi, j'ai entendu ma mère sangloter, pour de vrai cette fois. Mais je ne me suis pas arrêtée. Les comptes étaient équilibrés. L'audit était terminé. Les retombées ont été rapides. Elles ont suivi les lois de la physique. Sans fondation, la structure s'effondre. Léo a perdu l'appartement en 3 semaines. Avec son offre de stage annulée et son dossier de crédit ruiné par l'expulsion, il n'a eu d'autre choix que de s'installer dans la chambre d'amis de Chloé. J'ai appris par une amie commune que l'enfant chéri a beaucoup plus de mal à maintenir son esthétique Instagram
avec un jeune de 20 ans, au chômage dormant sur son canapé en lin blanc. La tension est palpable. Maintenant qu'elle doit payer pour lui, il n'est plus un jeune homme prometteur. Il est un fardeau. Mes parents ont vendu leur maison. Les rumeurs dans leur cercle social étaient trop bruyantes pour être ignorées. L'infidélité financière est une tâche qui ne part pas au lavage au club de golf. Ils ont déménagé dans un appartement qu'ils peuvent réellement se payer. Je ne leur ai pas parlé. Je n'ai pas envoyé un centime. Quant à moi, j'ai acheté une petite maison en lisière de la ville. Elle a un jardin dont je m'occupe le week-end et une table de cuisine qui n'a jamais vu un document de prêt. Hier soir, j'ai dîné avec 2 collègues. Quand l'addition est arrivée, j'ai instinctivement attrapé mon portefeuille. Mon amie Sophie a arrêté ma main. « C'est pour moi », a-t-elle dit. « C'est toi qui as payé la dernière fois. » C'était un petit moment, mais il a failli me briser. Pendant 32 ans, j'ai cru que l'amour était un impôt que je devais payer. Je pensais que si j'arrêtais de payer, la table se viderait. Mais assise là, à écouter des rires qui ne me coûtaient pas un centime, j'ai réalisé la différence entre être seule et se sentir seule. Avant, je me sentais seule dans une pièce pleine de ma famille. Aujourd'hui, je suis seule dans ma maison, et je ne me suis jamais sentie aussi complète. Je veux vous dire quelque chose, à vous qui regardez cette vidéo et qui vous sentez comme l'intrus dans votre propre lignée. Je vous connais. Je connais la douleur de se tenir à la périphérie, de regarder la chaleur être distribuée à tout le monde, sauf à vous. Je sais que vous pensez que si seulement vous donniez un peu plus, si vous sacrifiez un peu plus, ils finiront par vous inviter à l'intérieur. Ils ne le feront pas. On ne peut pas acheter sa place à une table qui a été construite pour vous exclure. Couper les ponts n'est pas de la cruauté. C'est la seule façon de découvrir qui vous êtes vraiment, quand vous ne portez plus le poids de leurs attentes. C'est terrifiant de lâcher prise. Mais je vous le promets, la paix qui se trouve de l'autre côté vaut chaque seconde de cette peur. Vous n'êtes pas une ressource. Vous êtes une personne, et vous méritez d'être aimé gratuitement. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû payer votre place dans le cœur de votre famille, partagez cette vidéo. Rappelons-nous les uns aux autres que nous ne devons notre survie à personne.